Alors mes amis, l'année 2023 arrive à sa fin. La semaine dernière, nous avons parlé de la situation macroéconomique actuelle et quelles sont mes prévisions pour l'année 2024. Aujourd'hui, nous continuons cette discussion, mais nous rentrons dans le concret. Quelles sont les actions et les secteurs qui vont m'intéresser l'année prochaine et quel sera le profil de l'année prochaine? Parce que c'est vrai que chaque année boursière a son profil. Parfois, il y a des valeurs de croissance qui sont recherchées, parfois, il y a des valeurs à dividendes qui sont recherchées, parfois, nous avons des crises, parfois, nous avons vraiment des grands bull runs. Quelle sera l'année 2024 du point de vue boursier? Nous continuons cette discussion aujourd'hui. Bienvenue chez MinderCash. Mettez un like pour soutenir cette vidéo gratuite. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'oubliez pas de le faire en mettant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Et attention, MinderCash, c'est pas uniquement YouTube, c'est aussi Telegram. Je publie bien plus d'informations et qui est devenu une véritable source d'informations financières, un véritable média au quotidien. Allez, nous commençons. Alors aujourd'hui, nous allons parler moins de la macro, mais plus de la micro, donc des actions concrètes. On va quand même regarder les indices, comme d'habitude, l'indice CAC 40, où nous en sommes, l'indice S&P, peut-être aussi le reste du temps. Et le sujet principal sera le profil de l'année prochaine, de point de vue boursier, de point de vue quels sont les actifs qui seront le plus recherchés l'année prochaine, l'année 2024. Et donc nous allons pouvoir établir un espèce de plan de travail pour l'année prochaine. Alors je commence très rapidement par le CAC 40, on le regarde très régulièrement sur la chaîne Telegram, il n'y a rien qui a changé, tout a été prévu, donc le modèle que je vous ai présenté cet été, je pense qu'il marche toujours, je tiens ce modèle très précieusement, donc il m'a déjà permis de gagner plusieurs fois de l'argent, spéculativement et à long terme et tout ce que vous voulez, donc c'est le modèle qui me convient pour me projeter avec les marchés financiers. Aujourd'hui, nous avons atteint l'objectif dont j'ai parlé, dont je croyais que n'allait pas franchir. Pour moi, c'est vraiment la période de bataille pour la résistance de 7400 points sur l'indice français CAC 40. Ça va être difficile de franchir et en plus, le potentiel qui nous reste, il est minuscule. Donc le potentiel, c'est à peine 100 points pour atteindre le plus haut de l'année. Est-ce qu'il y a des raisons pour aller aussi haut? Je pense que non, mais dans tous les cas, techniquement, ça a été anticipé sur la chaîne MinderCash. Je m'attendais à ce mouvement à la fin d'année dans le cadre de ce fameux Christmas Rally ou bien le rallye de Noël. Donc j'en ai profité en investissant dans le club MinderCash Patrimoine. Pour ceux qui sont abonnés aux abonnements premium, sont au courant comment je me suis exposé sur ce rallye de Noël et j'ai gardé mon portefeuille bourse longue sans aucune protection, sans aucune couverture. Ça ne sera pas le cas l'année prochaine. Pourquoi ça ne sera pas le cas l'année prochaine? Parce que nous avons atteint certains niveaux des résistances à partir desquels forcément, inévitablement, il y aura une correction. Sur le CAC 40, probablement c'est l'indice qui est le plus facile à analyser de point de vue technique. Il me semble pertinent de commencer à réfléchir pour une position short spéculative. Je vais l'ouvrir après les fêtes. Pourquoi je vais le faire pas tout de suite? Parce que la période de la fin d'année, c'est une période très particulière où les volumes vont baisser fortement sur les indices et donc nous pouvons avoir des cassures des résistances, des fausses cassures des résistances, beaucoup plus probable que cela a été le cas avant les fêtes, quand les volumes étaient plutôt normaux. Déjà, les marchés sont arrivés à la fin d'année à des niveaux très élevés, donc les traders, les gérants de fonds vont être contents de point de vue du bonus. Je pense qu'ils ne vont pas faire des gros mouvements à la fin d'année, donc on est tranquille. Les positions short, quand on les prend, elles ont toujours en terme, parce que d'habitude je passe par les options. MinderCash propose également le club des options où je implémente les différentes stratégies spéculatives et je veux commencer de les implémenter l'année prochaine parce que chaque option elle a un terme, donc c'est important de rentrer dans la position au bon moment et je pense que jusqu'à la fin d'année ça ne sera pas le bon moment parce que je ne m'attends pas à une chute boursière avant de la fin d'année. À partir du début de l'année, souvent la première semaine, historiquement, elle est très positive. Donc je pense que vers 10 janvier, mi-janvier, je vais commencer à prendre les positions spéculatives dans le sens inverse des marchés. J'ai resté long sur les marchés depuis plusieurs semaines, plusieurs dernières semaines. Donc ça a été très profitable. Et maintenant, c'est le temps de se calmer, de reprendre son souffle et de réanalyser la situation, ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc pour le CAC 40, nous avons atteint l'objectif que je me suis fixé.
Cette année, il reste probablement un seul événement important de point de vue macro, c'est la réunion de la Fed et la réunion de la BCE. Tout cela va arriver la semaine prochaine. On saura tout. Personnellement, je ne m'attends pas à des grandes nouvelles. Tout est connu en avance. Les marchés savent ce que la Fed, ce que la BCE vont dire. Compte tenu des dernières publications macro aux États-Unis, je ne pense pas que Jerome Powell va changer sa politique la semaine prochaine ou bien va faire des annonces très importantes. Les statistiques qui ont été publiées récemment vont dans le sens du maintien de la position actuelle de la Fed, soi-disant la pause. Actuellement, la Réserve fédérale est arrêtée le cycle de hausse de taux et pour l'instant, elle ne communique pas sur le calendrier des baisses des taux auxquels s'attendent les marchés pour l'année prochaine. Donc le consensus dominant, je vous rappelle que les baisses des taux vont commencer vers la fin du premier semestre 2024. Je ne partage pas forcément cette opinion, je ne dis pas que ça n'aura pas lieu, comme c'était le cas l'année dernière quand les marchés pensaient pareil. Tout simplement, je dis que pour le moment, on n'a pas suffisamment d'éléments pour estimer quand est-ce que la Fed va passer à un nouveau cycle de baisse des taux et pour quelles raisons. Pour l'instant, je ne le comprends pas. Peut-être la situation va changer, peut-être ces arguments vont apparaître, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Cette analyse a été faite la semaine dernière dans ma vidéo de Café Dimanche. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à revoir cette vidéo. En ce qui concerne S&P 500, ça c'est l'ancien descente que je fais quand je fais l'analyse de S&P quand elle était à un niveau 4100 points, donc bien plus bas qu'aujourd'hui. À l'époque, je m'attendais à une publication des CPI. Si elle sera bonne, dans ce cas, je m'attendais S&P 500 à remonter à un niveau 4500. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Je vous promets que je n'ai rien changé au niveau de mon dessin. Donc la flèche, elle est exactement correspond au graphique S&P 500. Et CPI, donc c'est l'indice de l'inflation américaine qui a été publié, il était meilleur que prévu, donc l'inflation a redescendu plus vite que ça a été attendu, et l'indice américain a montré une fort cycle de hausse, un vrai bull run, un vrai Christmas rally qui était un tout petit peu prématuré, parce que d'habitude il commence après le Thanksgiving. Cette année, il a commencé une semaine avant, ça ne remet pas du tout en cause le principe. Donc nous avons vu tout simplement ce rallye de Noël un petit peu plus tôt qu'il arrive d'habitude. Donc là, maintenant, nous avons atteint également l'objectif sur S&P 500 que je me suis fixé, même si j'étais beaucoup moins convaincu que pour S&P que pour CAC 40, pour seule simple raison que S&P 500, c'est l'indice de cette valeur, les valeurs GAFAM. Donc il faut toujours regarder S&P 500 avec les GAFAM et S&P 500 sans les GAFAM. Les performances ne sont pas du tout les mêmes et vous pouvez le voir sur ma chaîne Telegram. Voici le graphique que je partageais avec mes abonnés Telegram où nous avons deux indices S&P 500, S&P 507 et S&P 500 493. Donc avec les 7 grandes valeurs de la tech et sans les grandes valeurs de la tech. Et comme nous pouvons constater que l'indice qui est composé de 7 valeurs de la tech, il a fait 80% de hausse cette année, tandis que le reste de S&P 500, sans ces valeurs de GAFAM ou FANG, qui était pratiquement flat cette année. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, nous observons un mouvement très intéressant. C'est que la semaine dernière, ou même presque 15 derniers jours, les GAFAM, il était un petit peu à la traîne. On a vu souvent les baisses des GAFAM sans forcément des raisons. On voit clairement que les gérants de fonds veulent prendre ses profits sur les valeurs de la tech, malgré que le potentiel existe toujours, notamment dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le jour quand j'enregistre cette vidéo, Google, il a publié qu'ils ont lancé son nouveau moteur de l'intelligence artificielle qui prétend être le meilleur au monde, qui s'appelle Gemini. Et donc l'action, elle, est en forte hausse. L'action Google, actuellement, est en forte hausse, est en train de rattraper son retard par rapport à Microsoft, qui a un partenariat très fort avec OpenAI, créateur de fameux ChatGPT. Donc il y a toujours cette bataille qui va continuer l'année prochaine. Il faudra les suivre de très près parce que l'intelligence artificielle, forcément, c'est un secteur très important. C'est ça qui va driver les prix des valeurs de la tech. Mais aujourd'hui, en ce moment précis, à la fin de l'année 2023, nous voyons qu'il y a eu une certaine phase de prise de profit sur les GAFAM. En revanche, les autres valeurs de l'indice S&P 500 ont profité. Donc on peut voir que les indices les valeurs plutôt value commencent à se réveiller et monter doucement, tandis que les GAFAM
baisser. C'est pour ça que nous avons vu un phénomène inverse ce dernier temps sur les indices américains, et surtout ça pouvait créer même une surprise que les CAC 40, ils surperformaient quasiment tous les jours l'indice américain. Et pas du tout, c'est pas du tout une surprise pour ceux qui suivent la chaîne Miner Cash. Tout simplement parce que CAC 40, elle est composée principalement des valeurs value, et S&P 500, il a le poids le plus important sur les valeurs de la tech. Maintenant, les valeurs de la tech se corrige, il y a une prise de profit. Par contre, les valeurs value retrouvent l'intérêt des investisseurs. Et donc, du coup, CAC 40 monte, la part de S&P 500, soit on peut l'appeler S&P 493, monte également, mais par contre, cette hausse, elle est complètement cachée par la correction sur les GAFAM. Donc, nous avons vu le fait inverse quasiment tout au long de cette année 2023, où les GAFAM tiraient l'indice et S&P 500 vers le haut. Maintenant, à la fin de l'année, pendant plusieurs semaines, nous avons un phénomène inverse, que les GAFAM tirent vers le bas l'indice, pourtant le reste de l'indice monte assez fortement. Donc, est-ce qu'il y a eu le rallye de Noël sur S&P 500? Le rallye de Noël a eu lieu en deux phases. La première phase, c'est les GAFAM qui ont monté. Maintenant, les GAFAM sont stables ou se corrigent un tout petit peu. Et la deuxième phase, qu'on ne voit pas, les valeurs value ou les valeurs plutôt traditionnelles qui sont en train de remonter. Dans ce contexte, je voudrais proposer une idée, partager avec vous cette idée que je vais sans doute trader l'année prochaine. C'est le retour de l'intérêt des investisseurs envers les valeurs value. Parfois, on appelle ce processus la rotation. Nous avons déjà observé ce processus de rotation en 2022, quand il y a eu une baisse des marchés, une baisse des valeurs de croissance, et tous les investisseurs se sont ruinés sur les valeurs comme automobile, comme le pétrole, comme le gaz, les valeurs d'utilities, les valeurs qui ont été oubliées depuis plusieurs années par les investisseurs qui voulaient investir que dans la tech, parfois la tech qui ne rapportait rien, et évidemment surtout les GAFA. Et donc l'année 2022, c'était une année des approches comme Warren Buffett, où on analysait le bilan de l'entreprise, on regardait les dividendes, les cash flows, etc. C'était vraiment l'économie à l'ancienne. Je ne serais pas étonné que l'année 2024 va répéter un petit peu cette expérience, où nous allons passer dans le mode récession, cette récession qui a été artificiellement créée par les banques centrales, notamment par les réserves fédérales qui ne le cachent pas. Et depuis plusieurs mois, même plusieurs années déjà, elles commencent à essayer de faire ralentir l'économie américaine en montant les taux très fortement. Maintenant, elle a réussi. Maintenant, on voit l'effet de cette hausse des taux sur les indices. Et donc, la micro-récession, au moins la micro-récession dirigée par la Fed, sera provoquée. Donc, quand on a une récession, forcément, les valeurs à dividendes, les valeurs value vont retrouver l'intérêt des investisseurs et nous pouvons avoir ce fameux phénomène de la rotation. Et je dirais que cette rotation, elle est en train de déjà commencer. Parce qu'on voit qu'à la fin de cette année, l'indice S&P 500 classique ou S&P 493 en train de remonter, tandis que les valeurs de la tech commencent à se corriger. Mon premier objectif, en fait, mon premier avis pour l'année 2023, ça sera la rotation. Donc nous allons voir la confirmation de ralentissement économique aux États-Unis, et donc ça fera automatiquement les gérants de basculer sur les valeurs plus défensives, les valeurs de value. Et maintenant, quelles sont ces valeurs? Je vais d'abord montrer les valeurs value classiques, notamment par exemple l'automobile et l'industrie. Voilà. L'automobile. On en a déjà parlé quand je faisais les analyses rapides des actions, mais vous pouvez voir que maintenant, le secteur automobile est en train de reprendre très fortement et très rapidement. Je vais commencer par exemple par Stellantis. Stellantis, c'est la valeur française, un petit peu à la mode actuellement, tout le monde en parle, parce que cette valeur, elle est tout simplement à son plus haut historique. Donc là, bon, historique, en tout cas, dans l'histoire récente, on va dire. Donc peut-être qu'il était encore plus haut quelque part il y a très très longtemps quand j'étais encore jeune, mais actuellement, on peut dire qu'elle est très proche à ses plus haut historique. Donc cette valeur, c'est une valeur classique value dans un secteur qui traditionnellement considéré comme un secteur value. Donc là, on va jeter un œil sur cette valeur Stellantis, que je sais qui intéresse beaucoup de personnes. Ici, nous voyons vraiment une valorisation de folie, mes amis. Regardez, PE ratio actuel est à 3,3, donc c'est vraiment difficile à croire, et seulement 4 pour le forward. Donc même si on tient compte des analyses qui sont légèrement plus pessimistes, on arrive à 4 sur le PER. Après, price to sales à 0,34, c'est vraiment rien du tout. Donc ça veut dire que la valorisation boursière de Stellantis représente 34% de chiffre d'affaires d'une année.
C'est vraiment, vraiment rien du tout. Ce n'est pas suffisant pour affirmer que cette valeur n'est pas chère, mais si on tient compte des autres ratios, elle est vraiment pas chère. EV/EBITDA, elle est à des niveaux vraiment planchers, où on ne voit pas où est-ce qu'on peut baisser encore plus bas. Et en revanche, la rentabilité, elle est bonne. C'est vraiment une valeur actuellement juste extraordinaire. Malheureusement, j'ai raté cette valeur, j'admets mon erreur, donc j'ai dû être investi, je ne suis pas. En plus, pour le secteur d'automobile, la dette n'est pas énorme, 40% seulement des fonds propres, donc, et la couverture par des intérêts d'emprunt par le résultat, elle est juste largement confortable. 17 fois, le bénéfice est supérieur au versement des intérêts sur la dette. Vraiment, c'est une excellente valeur française, peut-être une des meilleures dans le secteur automobile actuellement. Nous voyons que Mercedes-Benz, il repart très fortement. Je n'ai parlé de cette valeur, j'étais intéressé à un niveau 53-55, donc on n'est pas allé dans cette zone. Donc malheureusement, tant pis, c'est raté dans ce secteur. Qu'est-ce qui me dérange un petit peu dans le secteur automobile, c'est la concurrence avec les Chinois. Pour l'instant, on voit que ça se passe plutôt bien du point de vue boursier, en tout cas à la fin de cette année, on voit une véritable reprise. Vous voyez, ça c'est un très bon exemple. Il s'agit des grosses entreprises, des grosses industries, et françaises, et américaines, et allemandes. Par contre, quand on regarde les indices américaines, on ne voit rien du tout. Que cette industrie est en train de repartir fortement, tout simplement parce qu'il y a une mini baisse sur les GAFAM. Rien de spécial, c'est pas comme les GAFAM ont chuté de 10%, non, pas du tout. Ils se sont juste corrigés dans 0,5%, 1%, mais ça a effacé complètement toutes les autres hausses au sein de l'indice. C'est pour ça que je vous dis que regardez S&P 500 aujourd'hui, c'est très trompeur. Sur BMW, nous voyons exactement la même image, donc une reprise à partir de ses plus bas de l'année. Donc c'est un secteur qui est largement racheté. En parlant d'automobile, je veux parler rapidement du Tesla. C'est pas du tout le secteur de value. Donc là, je me rends compte. Je suis pas dans l'illusion que tous les secteurs automobiles sont nécessairement value. Tesla, c'est le secteur de croissance. Et nous voyons qu'il évolue plus ou moins dans son canal, qui est quand même très large. Donc avec une baisse potentielle qui est très forte. C'est une valeur qui est très volatile. Donc on peut éventuellement revenir sur les 90 $ sans aucun problème. Tout est possible avec cette valeur, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Nous nous trouvons dans la zone haute de ce canal qui est légèrement descendant. Une autre valeur value française, Renault, beaucoup moins, on va dire, aimée par les investisseurs. C'est une valeur que depuis que je suis en bourse, j'ai l'impression qu'elle ne fait rien. Depuis que je me souviens moi-même trader, Renault a toujours été autour de 35 €. Donc là aujourd'hui on est toujours dans la même zone. Donc le monde a changé, Renault est toujours là. On est dans ce canal, donc 31, on est reparti vers la hausse. Peut-être c'est une très belle valeur pour trader, à mon avis. La stabilité des cours du constructeur français, elle est juste impressionnante, mais par contre elle est relativement sensible aux crises. Donc on voit que pendant la crise de Covid, on est redescendu quand même sur les 12 €. Ça fait un peu peur, mais en temps normal, cette valeur elle évolue tout à fait dans son canal. Ensuite, un autre secteur, mes amis, qui m'intéresse beaucoup plus, pour lequel je fais une vidéo à part dans le club patrimoine que je publiais un petit peu plus tôt cette semaine. J'essaie de nouveaux timing pour mes vidéos mises à jour de portefeuille patrimoine, donc je l'ai publié au début de ce week-end. Et j'ai parlé des minières. Minières, c'est vraiment le secteur à part entière qui m'intéresse actuellement pour ses dividendes, pour son profil value, pour les rentabilités qui sont là et pour les rentabilités qui ne sont pas valorisées correctement selon moi par les marchés. Je vous rappelle encore une fois que je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, tout ce que je dis, ça ne concerne que moi, c'est mon avis personnel et ça ne m'engage que moi. Bref, dans ce secteur, on a quand même pas mal de valeurs intéressantes. Donc la plus grosse valeur que nous avons, c'est Rio Tinto, c'est pas celle qui m'intéresse. Je vais garder pour mes abonnés les valeurs que moi je vais personnellement acheter. Peut-être ça va se passer cette année si l'opportunité se présente, peut-être ça sera au début de l'année prochaine. Donc Rio Tinto, cette valeur que moi j'avais autour de 55-56 il y a longtemps, après je l'ai revendu, j'ai pris les profits, peut-être un peu tôt, mais en tout cas cette valeur actuellement je n'ai pas dans mon portefeuille. Juste pour vous donner un ordre d'idée à quel point ces valeurs peuvent être intéressantes, Rio Tinto actuellement ont évolué à 89 sur 100 avec l'indice de Guru Focus.
Il y a une certaine croissance, pas très forte. Vous allez voir qu'il y en a d'autres valeurs qui ont une croissance bien plus évidente. On a le forward PE qui a même pas à 10, donc ouais, c'est peu, mais c'est pas non plus choquant. On a vu tout à l'heure pour Stellantis, c'est encore plus bas. Donc nous voyons les EV/EBITDA très faibles, à 5,5. Je dis d'habitude qu'en dessous de 15, pour moi, ça commence à être une valeur très intéressante de point de vue de valorisation. Quand on parle de valeur de 6, 5, c'est vraiment donné. Par contre, les profitabilités, mes amis, les profitabilités sont gigantesques. 12% pour une valeur industrielle qui a quand même beaucoup de frais, etc. Donc, les marges, la marge brute, presque 62%. La marge opérationnelle, presque 30%. Vraiment, au niveau de rentabilité, cette valeur, elle a énormément d'argent. Current ratio à 2, donc il n'y a pas de problème de liquidité. La dette est raisonnable, 30%, 27% de fonds propres. Interest coverage pourrait être mieux, 6,3, donc, mais ça ne représente pas un danger en fait pour cette entreprise. Et le profil de dividende, c'est ça qui m'intéresse mes amis. Donc là, je n'investis pas nécessairement toujours pour le dividende, mais quand il s'agit de dividendes comme ça m'intéresse. Les dividendes actuels sont autour de 5,8%. C'est beaucoup plus que les taux sans risque. Donc on ne peut pas les comparer, on peut toujours le comparer, mais c'est nettement supérieur aux obligations américaines. Donc clairement, c'est plus risqué, c'est plus volatile. Évidemment, on ne peut pas comparer les deux classes d'actifs comme ça, mais quand même, c'est bien au-dessus des taux sans risque. Donc c'est intéressant de point de vue dividende. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que la croissance moyenne sur 5 ans de 26%. Imaginez pour une seconde que par exemple vous êtes un investisseur et vous vivez avec les dividendes. Donc c'est un rêve de beaucoup de personnes que de devenir rentier avec la bourse. Imaginez que vous avez atteint cet objectif. Eh bien, vous avez un certain nombre de dividendes que vous recevez depuis l'entreprise Rio Tinto. Et chaque année, votre salaire, entre guillemets, qui est composé des dividendes, il est augmenté de 26%. Est-ce que vous trouvez que c'est pas mal? Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal d'être augmenté tous les ans en moyenne de 26%. Eh bien, c'est le cas pour la société Rio Tinto. Donc, le profil, surtout pour ceux qui visent les dividendes, il est très très intéressant. Ensuite, une autre valeur du secteur, c'est BHP. BHP Group, voilà. BHP Group, c'est le concurrent de Rio Tinto. Elles sont souvent anglo-australiennes, parce qu'en Australie, évidemment, il y a énormément de mining. Bon, pas mining de Bitcoin, mais mining le vrai. Nous allons comparer BHP. Voilà, maintenant, nous avons également plus ou moins la croissance soutenue. Forward PE légèrement supérieur. La dette plus importante, donc 52%, mais ça reste tout à fait dans les normes. EV/EBITDA un tout petit peu plus cher, mais encore dans la zone de vraiment de vente à la casse. Et la rentabilité 18%. ROI qui ne tient pas compte de la dette à 30% et la marge brute à 70% et demi. Donc vous imaginez le potentiel de ces valeurs, il est juste gigantesque. Et aujourd'hui, les marchés les valorisent à la casse pratiquement. Si on regarde les ratios, le rapport entre le prix et ces paramètres opérationnels, on paye pas cher pour la croissance et on paye pas cher cette rentabilité. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est une anomalie? Pas forcément. Tout simplement parce que nous sommes dans l'esprit des valeurs de croissance. Que les investisseurs les font, ils recherchent des valeurs de croissance parce que c'est là où ils font du alpha, c'est là où ça leur permet de battre les marchés. Aujourd'hui, vu la construction des indices américains, les indices américains c'est la composante la plus importante des fonds en action partout dans le monde, les plus gros fonds sont aux États-Unis bien évidemment, donc ils investissent dans S&P 500, ils investissent dans Nasdaq, et quand ils font ça, ils investissent pratiquement que dans les 7 valeurs, donc j'ai déjà cité au début de cette vidéo. Et donc toutes ces valeurs-là sont oubliées. Et donc les fonds et les investisseurs qui font du stock picking, qui sont à la recherche de la rentabilité stable et des bons dividendes, ça leur ouvre les opportunités sur des valeurs, notamment les valeurs des minières. Après, le contre-argument contre investir dans les valeurs minières pourrait être le suivant. Ok, la Chine elle ralentit, c'est sûr. Notamment sur Telegram, j'en parle beaucoup, et pas que sur Telegram. La Fed elle a réussi de créer une récession aux États-Unis. Ça sera probablement pas une grosse récession, mais une récession quand même. L'Europe, elle a déjà passé par la récession cette année. De toute manière, la croissance elle est molle. On peut dire que on est plus ou moins dans la récession. C'est vrai que les minières n'aiment pas les récessions. Ça, c'est by the book, c'est la théorie boursière.
Mais si on veut avoir les bons prix, nous devons être quand même assez proactifs. Nous devons anticiper. C'est ce que fait le marché. Et notre objectif, c'est d'anticiper ça plus vite que le marché le voit. Donc aujourd'hui, nous pouvons constater clairement que les cours actuels des valeurs minières sont intéressants. Les cours des valeurs automobiles, il y a encore quelques semaines, étaient très intéressants. On en a déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, c'est en train de se normaliser. Et à l'époque aussi, on disait, genre, quand on parlait des automobiles, on disait que tiens, on a les chinoises, il y a quand même tout un tas de phénomènes qui vont les impacter. Et par contre, la bourse s'est aperçue qu'effectivement, c'est des bargains et il est en train de les racheter. Je anticipe, ça c'est mon point de vue, que l'année prochaine, certains secteurs de value, notamment le secteur des minières, peut bénéficier de ce phénomène des rachats à bon compte. Parce que vraiment, quand on voit les rentabilités comme ça, ici on va faire face à une récession plus ou moins prolongée, les investisseurs peuvent tourner vers des valeurs défensives de ce type avec ce profil à la Warren Buffett, si vous voulez, où nous avons beaucoup de rentabilité, nous avons quand même de la croissance et nous avons un bilan très sain. Bon, pour ceux qui n'ont que son PEA, ce que je ne recommande pas, je recommande toujours de voir un compte titre et le PEA à côté. Donc Eramet, ça c'est une valeur qui peut vous intéresser dans les minières. Elle également, elle n'est pas très chère, mais par contre, elle a un petit peu plus de questions que les valeurs que nous venons juste de voir, de point de vue fondamental déjà. Donc Guru Focus nous donne 81 sur 100, très très bien. Donc la croissance très bonne, surtout la croissance de la EBITDA sur 3 dernières années. Donc là, mais par contre, j'ai l'impression que c'est quand même un phénomène non récurrent qui l'a affecté. PE ratio 12, ça peut être relativement cher par rapport à ce que nous avons vu, même si ça reste pas cher. EV et Forward EBITDA, il est à 3,5, EV EBITDA actuel à 6,5, donc c'est qu'on voit 7 à la casse, mes amis, c'est vraiment à la casse. C'est que ce secteur-là où je vois les paramètres comme ça. Même le secteur automobile, sauf Stellantis, où il y a aussi un cap un peu particulier, nous ne voyons nulle part ailleurs les paramètres comme ça. Marge brute 57%, c'est inférieur à ce que nous avons vu. Par contre, la différence entre la marge opérationnelle et la marge brute me choque un tout petit peu. On ne voit pas du tout les mêmes paramètres de rentabilité. C'est pour ça que je disais que pour Eramet, j'ai un petit peu plus de questions que sur ces deux valeurs américaines que nous avons, anglo-australiennes américaines. Donc, du coup, elles sont très internationales que nous avons vues tout à l'heure. Donc pour moi, c'est un petit peu plus délicat comme dossier, donc c'est toujours une société intéressante, mais pas aussi, peut-être pas aussi intéressante que les sociétés que nous avons vues. Debt to equity, 123% de fonds propres, c'est beaucoup mes amis dans le contexte des taux élevés. S'ils ont emprunté à taux variable, c'est un véritable problème pour cette entreprise. Et interest coverage seulement à 4. Cette entreprise peut être en galère financière à cause de la dette. Malheureusement, c'est comme ça. Et malheureusement, c'est pour ça que cette valeur ne m'intéresse pas tant que ça. Et maintenant, vous voyez pourquoi c'est très important toujours de voir votre PEA pour des belles valeurs françaises, comme Total Energy, comme LVMH, Rémi Cointreau, Pernod Ricard, il y a tout un tas de valeurs françaises qui sont excellentes, Stellantis, maintenant qu'on a vu tout à l'heure. Et pour les valeurs américaines, ou qui sont objectivement meilleures, vous pouvez les mettre dans votre compte titre. Le secteur qui est moins en value, mais qui est quand même toujours intéressant, c'est le secteur de la pharma. Le secteur de la pharma qui était à la traîne cette année, il n'a pas fait grand-chose. Maintenant, il y a le hype qui se balade autour de médicaments, autour de l'obésité. Donc c'est un secteur qui doit être intéressé chaque investisseur sérieux. Parce que c'est un secteur où on a une visibilité incroyable. Par contre, le risque en face, c'est toujours les risques des approval ou de non-approval par la FDA des différents médicaments, parce que c'est ça qui fait bouger les titres de ces valeurs en bourse. Donc Sanofi, c'était une grosse déception de cette année. On l'a déjà vu récemment dans mes vidéos. Maintenant, on est en train d'évoluer dans son ancien canal où on était il y a encore quelques années. Après, ça revient tout le temps. C'est un petit peu comme Renault. Pour moi, Sanofi, en fait, pendant des années et des années, il reste dans ce canal. Regardez, mes amis, on a regardé ça il n'y a pas longtemps dans une vidéo où je faisais le tour de CAC 40. Et depuis 2013, regardez, 2013, c'est le profil de mouvement de l'action. Ici, nous avons fait une tentative récemment de sortir de ce canal, mais finalement, on est retombé parce que Sanofi, ils ont annoncé qu'ils vont arrêter les médicaments au grand public. Je ne sais pas pourquoi. Et bon, après, je suis pas spécialiste de ce secteur, c'est pas moi qui prends les décisions, bien évidemment. Mais cette valeur, à chaque fois, c'est une déception.
La même valeur peut être ne pas du tout intéressante pour certains profils d'investisseurs et pour d'autres profils, elle sera extrêmement intéressante. Par exemple, pour le trading, je trouve que Sanofi, c'est une excellente valeur. Elle est liquide, c'est une grosse valeur, blue chips française, avec des mouvements très prévisibles. Si vous maîtrisez les options, notamment si vous faites partie du club Option Invest de Miner Cash, vous pouvez facilement trader ces mouvements avec des prises de risque tout à fait limitées. Tout à fait limitées. Peut-être que là que vous auriez certaines déceptions. Voilà, selon moi, selon la stratégie que je peux facilement envisager. Voilà, Novo Nordisk, c'est la star de la pharma de cette année parce que elle concentre dans soi le hype de l'obésité, c'est un peu comme Moderna pendant le Covid. Eh bien, cette valeur, elle a fait depuis décembre 2022, presque exactement un an, 80% de hausse, donc vraiment ça fait rêver, ça fait rêver. Mais encore une fois, c'est une valeur hype grosse valeur hype, donc du coup quand même en investissant ici, il était relativement cher. On prenait déjà un certain risque de point de vue valorisation et il a explosé parce que justement il a sorti un blockbuster de point de vue médical, si vous voulez. Johnson Johnson, un peu comme Bayer, il est dans ses histoires juridiques, donc autour de Johnson's Baby, les risques sont importants. J'aime pas les valeurs avec des risques comme ça. Par exemple, on voit que Bayer n'arrive pas à s'en sortir depuis la catastrophe de Monsanto. Maintenant, ils ont un autre problème. Ça peut vraiment faire effacer toutes les réussites des boîtes pendant des longues années. Et ce qui se passe actuellement justement avec Bayer allemand, avec Johnson Johnson, c'est moins grave pour l'instant, mais pourtant avant c'était une des valeurs candidates à devenir la valeur de catégorie A. Pfizer, j'en ai parlé dans mon club Miner Cash Patrimoine, c'est une valeur qui m'intéresse actuellement. J'ai fait une stratégie optionnelle et je risque d'être exercé autour de 30 dollars. Cette valeur en dessous de 30 dollars, elle m'intéresse. Actuellement, on est en dollars et demi en dessous. Donc mon point d'entrée sera 30 dollars moins la prime que j'ai perçue. Je crois que c'était à environ d'1 dollar, donc du coup mon point d'entrée sera 29 à peu près. Si je suis exercé et si cette valeur ne reprend pas d'ici quoi, il me reste une semaine ou une semaine et demie jusqu'à l'expiration. Voilà. Bayer, donc là je vous en ai parlé déjà. Bon, vous voyez, c'est catastrophique hein, ce graphe. Donc là je vais me mettre en weekly pour vous montrer comment ça peut mal se passer pour les valeurs pharma. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'histoire boursière depuis 2006, mes amis. Vous imaginez 2006. J'étais encore, je commençais juste ma carrière encore à l'époque. Cette histoire boursière, elle est actuellement effacée, littéralement effacée pour une valeur qui était pourtant avec des avantages concurrentiels, tout ce que vous voyez avec FR Algan, tous les médicaments blockbuster, et pourtant ça peut arriver, ça peut arriver. Les histoires qui sont très intéressantes, c'est Roche Holding, c'est une de mes valeurs préférées, même s'il déçoit en bourse, mais il déçoit en bourse pour une autre raison. Et il déçoit principalement, comme toutes les valeurs suisses, à cause de la hausse de francs suisses. Francs suisses, il est très très cher. Et du coup, toutes les entreprises qui vendent en Suisse, qui publient leur bilan en CHF, elles sont concernées. C'est le cas pour Roche Holding. D'ailleurs, si vous pouvez regarder Nestlé d'ailleurs, c'est une valeur extraordinaire aussi. C'est sans aucune doute. Et pourtant, elle est actuellement massacrée en bourse. Voilà, regardez, quelle raison que le Nestlé cette année baisse autant. Donc là, on est passé par 130 francs suisses par action, et actuellement, nous sommes à seulement 198. Pardon, 98 CHF. Pourquoi? Bah, bel et bien parce que le CHF est très cher, tous les produits de Nestlé sont devenus du coup très très chers, encore plus chers qu'ils étaient. Donc mes amis, pour résumer, je serai relativement positif pour le secteur de la pharma, parce que quand il y a des risques, quand il y a des récessions, quand c'est un accalmie, on essaye de trouver les endroits sûrs. Donc les minières, ça ne sera pas l'endroit sûr, par contre la pharma le sera, à condition, ça c'est le mot plus important, si vous êtes diversifié. La diversification est très importante dans le secteur des pharma parce que toutes les valeurs comme Bayer, comme tous ces risques qui sont spécifiques à ce secteur, ce sont les risques diversifiables. C'est pour ça, avoir un ETF sur les pharma, c'est une très très bonne idée. Voilà, on va en parler dans mon club patrimoine parce que je m'intéresse à ce secteur pour l'année prochaine.
Mais pour l'instant, je n'ai aucune valeur pharma, mais je vais en avoir, je pense, l'année prochaine, presque sans doute, presque sans doute. C'est pas purement le secteur value, mais c'est un secteur qui bénéficie généralement de l'environnement économique propice pour le secteur value. Voilà, je dirais ça comme ça. Voilà mes amis, je note quand même aussi, ça n'est pas du tout value, donc c'est un autre débat, une reprise des énergies renouvelables. C'est pas une erreur que je fais dans le club patrimoine, parce que j'ai décidé d'investir cette année dans ce secteur qui était en chute libre. J'ai investi justement parce que j'ai vu cette chute libre, j'ai essayé d'attraper un couteau qui tombe, c'est toujours dangereux, mais je suis content quand même d'avoir entamé plusieurs lignes dans lesquelles je vois beaucoup de potentiel. Notamment une des valeurs que j'ai, c'est Enphase. Et donc là, actuellement, nous voyons une reprise très forte à partir de très bas. Et littéralement, il y a encore quelques semaines, on était à 74, aujourd'hui on est à 106. Donc c'est un secteur volatile, il faut mettre ses ceintures, se préparer. C'est risqué, mais c'est un secteur qui a beaucoup de l'avenir. Mais bon, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'y crois toujours, rien n'a changé. C'est juste que je suis moins dans le rouge dans ce secteur que j'ai été il y a encore quelques semaines. Même il y a encore quelques semaines, ça ne me dérangeait pas tant que ça, même si ça me commençait, j'avoue, de démanger, à déranger. Mais aujourd'hui, je suis comme avant, tout à fait convaincu, je vais chercher des opportunités. Par contre, de point de vue de gestion de mon portefeuille, parce que dans le club patrimoine, vu que je l'expose mon portefeuille à mes abonnés, j'ai quand même une approche 2 fois plus sérieuse, parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui vont s'inspirer, même si je ne donne pas de droit de conseil d'investissement, etc., etc., toutes les disclaimers que je peux mettre. Il y en a certains qui vont s'inspirer, et j'imagine toujours une personne qui n'est pas forcément aussi initiée que moi dans la bourse, qui est en face de moi, qui va essayer de répéter ces positions-là. Et je répète à chaque fois que le principal dans la gestion de portefeuille, c'est l'équilibre. Pourquoi je n'ai pas renforcé au plus bas les valeurs des, euh, des énergies renouvelables, mais tout simplement parce que je ne respecterai pas dans ce cas-là l'équilibre par rapport au reste du portefeuille. Je ne voulais pas que mon portefeuille soit sensible uniquement à des valeurs renewables. Donc pour me renforcer sur les valeurs des renewables après la chute, pour moi il fallait que les autres segments de mon portefeuille soit rempli suffisamment pour que je garde un certain ratio entre l'exposition sectorielle au sein de ce portefeuille. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas en like, partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Le like pour moi c'est très très important. C'est pas juste une phrase standard. Malheureusement heureusement les algos YouTube fonctionnent comme ça. Donc pour moi vraiment c'est très très important. N'oubliez pas de le faire avant de partir. Allez, passez un bon dimanche. À très bientôt. Bye bye.